Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Affaire de dopage. La moitié du peloton des cyclistes français devrait être en repos forcé après un contrôle montrant des anomalies dans leur métabolisme. En Corse, le maintien en détention de l'ex-préfet Bernard Bonnet, alors que dans la région de Cargèse, un dispositif terrestre et maritime à la recherche d'Ivan Colonna, toujours en fuite. À 15 jours des élections européennes, la campagne du tandem Pasqua-De Villiers. Charles Pasqua est l'invité de notre journal. Une page spéciale à la fin de cette édition. La première femme pilote de chasse en France, elle a reçu ce matin son brevet, son macaron, lors d'une cérémonie très officielle. Elle s'appelle Caroline Aigle. Le ciel lui appartient. À un mois du Tour de France, de nouvelles révélations touchent le monde du cyclisme. Deux affaires distinctes. D'abord, cette information que livre aujourd'hui notre confrère du Monde. Près de la moitié des 135 coureurs français devraient être mis prochainement en repos forcé. Un deuxième contrôle confirme l'apparition d'anomalies dues vraisemblablement au dopage, anomalies dans leur organisme. Par ailleurs, les analyses pratiquées sur Van der Broek et Richard Virenque feraient apparaître des substances interdites. Richard Virenque qui parle d'acharnement. Florent Gautreau, Olivier Lenza. Une journée de repos bien particulière pour Richard Virenque. À Rapallo, station thermale italienne, le Varois n'a pas vraiment savouré sa victoire d'étape. Ce matin, le journal L'Équipe révèle que les échantillons urinaires de Virenque, prélevés le 11 mai dernier, présenteraient des traces de corticoïdes. Le Français, lui, ne veut toujours rien entendre. Dans les analyses, il y a de la cortisone. Tout être humain a de la cortisone dans le sang. Les résultats des analyses dont fait état le quotidien sportif ne concernent pas que Virenque. Frank Van den Broek, déjà suspendu par son équipe Cofidis, serait positif aux amphétamines. Et surtout, son taux hématocrite serait de 52%, c'est-à-dire au-dessus du taux toléré pour continuer la compétition. On aurait également trouvé dans les urines des deux coureurs français Philippe Gaumont et Laurent Roux des traces d'amphétamines. Laurent Roux vient d'être suspendu provisoirement de toute compétition par son équipe Casino. Les suites de l'affaire Sainz, du nom du faux médecin qui aurait approvisionné les coureurs, n'ont pas fini de faire des ravages. Par ailleurs, on a appris aujourd'hui que le deuxième volet du contrôle de santé concernant les équipes françaises n'était guère rassurant. Sur les 135 coureurs examinés, 67 présentent des anomalies métaboliques importantes, notamment un taux de fer dans le sang supérieur à la normale. Les responsables du suivi médical envisagent pour ces coureurs un arrêt de travail de 4 jours qui permettrait des examens plus approfondis. Notre volonté est de façon indirecte essayer de cerner le plus possible, de resserrer les mailles du filet pour que les coureurs ne prennent pas de risques pour leur santé. C'est en ça que nous sommes protecteurs. Et là, on est sûr qu'ils en ont pris ou que certains prennent des risques. Il y en a qui en ont pris. Des risques graves. Un risque est toujours grave. Des coureurs qui se doperaient, un peloton en mauvaise santé. À 5 semaines du Tour de France, le sport cycliste va mal. En Corse, au plan judiciaire, à Ajaccio, nouvelle audition du colonel Mazère qui a été mis en examen pour le premier incendie des Paillotes. Ce matin, le juge a décidé de maintenir en détention l'ex-préfet Bonnet. Et puis dans la région de Cargès, un dispositif de contrôle sur terre et sur mer se met progressivement en place pour tenter de mettre un terme à la fuite d'Ivan Colonna, assassin présumé du préfet Erignac. Agnès Gardet, Olivier Théron, Frédéric Faure. À quelques kilomètres de Cargèse, les premiers barrages de gendarmerie viennent d'être mis en place à l'entrée et à la sortie du village. Depuis la fuite d'Ivan Colonna, la présence policière était plutôt discrète. Cet après-midi, ces vedettes sont venues renforcer un dispositif encore très léger, comme en a décidé le gouvernement. Les recherches semblent très discrètes, c'est voulu, bien sûr. Le dispositif a été mis en place avec mon accord. Et le ministre de l'Intérieur de rappeler Ivan Colonna à la reddition, alors que le village de Cargèse semble se replier encore un peu plus sur lui-même. Pendant ce temps, à Ajaccio, il était question de l'autre affaire, celle des Paillotes. Le colonel Henri Mazère est arrivé par un vol militaire en début de matinée. Entendu par le juge Patrice Cambérou pendant plus de 3 heures, le colonel Mazère est resté, d'après son avocat, sur ses premiers aveux. Incendie de la Paillote chez Francis et de la Paillote Aria Marina, pour laquelle il est mis une deuxième fois en examen. Il reconnaît y avoir participé, mais sur ordre du préfet Bonnet. Les faits sont établis, il les reconnaît, je ne dirais pas il les revendique, il les assume. Courageusement et avec honneur, il aimerait, je le répète, que ce sens de l'honneur soit partagé. Au terme de cette audition, rien n'a filtré sur l'existence ou non d'une enquête parallèle menée par l'ancien préfet sur l'affaire Erignac.
Or, plusieurs gendarmes de l'ex-GPS, le groupe de peloton de sécurité, entendus comme témoins dans l'affaire des Paillotes, ont reconnu avoir été sollicités par leur hiérarchie pour travailler sur l'affaire Erignac. Comme ce sous-officier qui cite la surveillance d'un certain Ferrandi. Ou encore celui-ci, membre également de l'ex-GPS, évoquant l'affaire Castella. Bernard Bonnet, lui, a qualifié de fable cette enquête parallèle, l'ancien préfet dont la demande de mise en liberté a été aujourd'hui rejetée. Et puis au sud d'Ajaccio, la paillote chez Francis, détruite par l'incendie du 19 avril dernier, est prête à rouvrir ses portes. Le restaurant accueillera ses premiers clients dès demain. Voilà donc la paillote chez Francis, prête pour la saison. À Versailles maintenant, Lionel Jospin est venu soutenir la gendarmerie, quelque peu déstabilisée après l'affaire Bonnet. Le Premier ministre, lors d'une journée portes ouvertes, en compagnie du ministre de la Défense Alain Richard, a tenu à assurer la gendarmerie de toute sa confiance. Je vous propose de l'écouter. Tous les gendarmes, tous les militaires doivent être bien convaincus qu'à l'instar de chaque citoyen, ils ont le devoir de refuser de commettre des actes illégaux. Je tiens à vous assurer de mon entier soutien et à rendre hommage au travail de toute la gendarmerie. Soyez sans inquiétude, votre grande et prestigieuse institution possède toutes les ressources et les énergies nécessaires pour dépasser un moment pénible et mener à bien sa mission essentielle au service de la population et de la République. Charles Pasqua, bonsoir. Nous vous retrouverons en fin de journal pour parler des européennes, mais tout de suite quelques questions directes sur la Corse. Par exemple, votre réaction après le maintien en détention du préfet Bonnet. C'est une affaire judiciaire, il m'est difficile de me prononcer, mais j'ai un sentiment un peu de malaise, je pense comme la plupart des Français, voire des gendarmes aussi, maintenus en détention, pendant que les délinquants paraissent bénéficieux davantage de la présomption d'innocence et de la mise en liberté provisoire, c'est un peu attristant. Donc attristant, donc vous contestez quand même? Ah, je n'ai pas contesté les décisions de justice. Je dis simplement que je suis, comme beaucoup de Français probablement, un peu choqué. Vous pensez que la France est malade de la détention provisoire? Certainement, certainement. Je pense que quels que soient les efforts tels qu'ils sont présentés par les différents ministres de la Justice, il y a là une dérive qui doit être d'une part condamnée et redressée. C'est le contraire au principe même du droit. Alors, d'un mot, est-ce qu'il fallait voter la motion de censure? Est-ce qu'au fond, selon le calendrier et selon les développements de l'enquête, est-ce qu'il fallait y aller? C'est-à-dire que la motion de censure a été présentée un peu tardivement. Il a fallu 3 semaines au RPR pour se décider. C'est long. Il valait mieux le faire dans les 48 heures, c'était plus logique. Donc il fallait passer la main. Après, ça ne présentait plus beaucoup d'intérêt. Vous avez compris. Vous restez avec nous, Charles Pasqua. L'actualité sociale à présent avec les salariés du groupe ELF qui sont venus à Paris pour protester contre le projet de restructuration et les suppressions d'emplois. Ils ont empêché le déroulement de l'Assemblée générale prévue cet après-midi. Ambiance très tendue. L'Assemblée générale a dû être reportée à demain. Émilie Lançon, Jean-Bernard Schmitt, Dominique Bonnet. Les manifestants ont obtenu ce qu'ils voulaient. Hué, sifflé, Philippe Jaffray, le président d'ELF, n'a pas pu se faire entendre. Il a dû reporter l'Assemblée générale des actionnaires à demain. Depuis plus d'un mois et demi, les salariés protestent contre la suppression de 1320 postes dans leur société. Une grève à propos de laquelle les actionnaires n'ont pas tous le même avis. Et tous les actionnaires veulent que leurs dividendes soient augmentés. Donc ceux qui dirigent une entreprise sont bien obligés, malheureusement, si on peut dire, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnel à rémunérer, c'est tout. M. Jaffray se comporte comme un banquier qui optimise la valeur de l'action à court terme, ce qui n'est pas défavorable aux actionnaires, bien sûr, mais ce qui ne prépare pas l'avenir et le long terme de l'entreprise. Du côté des syndicats, on se félicite de l'annulation de l'Assemblée générale. Mais la bonne nouvelle pour eux, c'est que les grévistes de Pau ne seront pas expulsés. ELF a été débouté ce matin. Ça ne règle pas la question sur le fond du plan de restructuration et du plan d'externalisation que nous demandons à la direction de retirer.
pour qu'ensuite on puisse discuter des contraintes qui se posent aujourd'hui à l'entreprise. Comme pour prouver la bonne santé et l'ambition de son entreprise, Philippe Jaffray a annoncé ce matin qu'Elf était candidat au rachat du groupe pétrolier norvégien Saga. Il en parlera demain avec ses actionnaires lors d'une assemblée générale qu'il espère moins houleuse. La campagne pour les élections européennes, avec hier à Nantes la réunion des Verts, l'occasion pour Dominique Voynet d'ironiser sur les dissensions de l'opposition. Alma Mikosi, Gilbert Usan. Quelques instants de calme dans un train. Dominique Voynet peaufine son discours. Pas de vacherie, a-t-elle promis, juste un plaidoyer pour l'Europe fédérale. Et la voilà arrivée à Nantes. Mais comme la campagne est brève et qu'il faut bien faire plaisir aux militants, elle a rajouté cette petite phrase sur la confusion à droite. Est-ce que c'est vraiment important de savoir si Bayrou, avec l'aide de Barre, va faire un bras d'honneur à Sarkozy qui règle ses comptes avec Seguin, qui en veut à Chirac, qui n'a pas pardonné à Balladur, qui continue à avoir Douste Blazy, qui n'a pas réussi à convaincre Giscard d'Estaing de renoncer à soutenir la liste où Madelin s'ennuie et où le seul sujet qui compte, c'est de savoir si oui ou non on sera devant Pasqua. Au même moment, les socialistes européens sont réunis à Paris. Alors Daniel Cohn-Bendit renouvelle son offre de meeting commun à gauche. Mais personne n'y croit et Cabu peut illustrer en direct les réticences des Verts. Pas seulement Jospin, Schröder aussi. Il vient de m'appeler en me disant « Dany, tu pourrais pas venir à Paris, c'est vraiment embêtant, je n'y comprends rien ». La salle rit de bon cœur. Petite revanche sur les socialistes qui revendiquent pour eux seuls le bilan du gouvernement, ce que Dominique Voynet n'a pas apprécié. La grand-messe des socialistes européens devant quelques 5000 personnes à Paris, l'enthousiasme des militants regardant sur la même tribune les grands leaders de la gauche européenne unis dans une même foi à un même credo. Je Wittenberg, Philippe Jasselin. Hier soir, il fallait montrer son amitié par des gestes et par des mots. Merci beaucoup, je suis avec vous, comme vous. Magnifique, extraordinaire et socialiste. Chers amis, chers camarades, chers collègues. Meine liebe Gerhard und Victor, caro Massimo. Voilà donc l'affiche qui a fait lever les militants socialistes. Même le gouvernement était venu au grand complet pour voir ça. Pratiquement tout ce que le continent compte de Premier ministre sur la même estrade et à l'unisson pour défendre les chances de la gauche aux européennes et les chances de François Hollande en France. Le numéro 1 du PS le savait, c'était hier soir le clou de sa campagne. Si on veut que les électeurs viennent le 13 juin, il faut leur dire pourquoi ils doivent venir, quelle est la volonté qui nous anime. Et la volonté qui est la nôtre, c'est de faire l'Europe du plein emploi. C'est possible, on a bien fait la monnaie unique. Dans un débat électoral que l'on dit à tonnes, au moins ce meeting-là a-t-il tenu ses promesses. 5000 personnes, de l'ambiance, et pour un soir, on a oublié les divergences bien réelles qui existent entre dirigeants européens pour mettre en avant ce qui rassemble, notamment le trio Schröder-Blair-Jospin, c'est-à-dire la légitimité des frappes de l'OTAN en Yougoslavie. Le terme de l'alternative, c'était céder une fois de plus. C'était après la Croatie, après la Bosnie, après les massacres, après la purification ethnique, ressentir la brûlure de la honte sur nos visages. Le groupe breton Trian assurait l'animation de l'étape française. On ne connaît pas encore le programme musical du prochain meeting européen des socialistes, dans 8 jours, à Berlin. Le conflit en Yougoslavie avec une intensification rarement atteinte des frappes de l'Alliance. L'OTAN annonce avoir battu un nouveau record de sortie au moment même où la diplomatie s'interroge sur les façons de sortir désormais de la crise après l'inculpation de Slobodan Milosevic par le tribunal pénal international. Le frère du président serbe affirme aujourd'hui que Milosevic ira jusqu'au bout alors que Viktor Tchernomyrdin est à Belgrade. François Cornet. L'émissaire russe arrive dans la capitale yougoslave après d'intenses discussions à Moscou avec le président finlandais, représentant de l'Occident pour le Kosovo, et le secrétaire d'État adjoint américain Strobe Talbot. Viktor Tchernomyrdin a déploré l'absence de progrès dans la crise, affirmant qu'il n'avait pas de nouveaux résultats à annoncer à Slobodan Milosevic dans le sens d'un arrêt des bombardements, ni d'un début de processus politique pour un règlement pacifique du conflit. Pour Madeleine Albright, l'inculpation du président yougoslave pour crimes contre l'humanité justifie l'action de l'OTAN et accentue l'isolement de Milosevic. Nous n'essayons pas de négocier avec un criminel de guerre, a-t-elle dit. Ce que nous cherchons, c'est l'acceptation des conditions posées par l'OTAN.
Pour l'ambassadeur de Yougoslavie à Moscou, qui n'est autre que le frère de Slobodan Milosevic, l'OTAN ne fera pas plier le président yougoslave. Il peut tenir tout le temps, monsieur. Psychologiquement, il peut tenir jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'à la fin de sa vie. Là. Ça ne le bouleverse pas, parce qu'il est conscient qu'il se bat pour les intérêts de son État et de son pays. Après 65 jours de bombardements de plus en plus denses, avec 310 frappes des avions de l'OTAN durant ces dernières 24 heures et Belgrade plongé dans le noir, où seuls les phares des voitures trouvent maintenant la nuit, Slobodan Milosevic officiellement n'a pas craqué. Officieusement, c'est peut-être différent. Si l'on en croit les informations d'une télévision privée allemande, Milosevic aurait été discrètement hospitalisé dernièrement 2 ou 3 jours à Belgrade pour dépression nerveuse. Après les nouveaux raids menés par les chasseurs bombardiers de l'Alliance contre 2 importants centres de distribution à la périphérie de la capitale et des relais distribuant le courant en provenance d'importantes centrales de production, Belgrade et une bonne partie de la Serbie sont maintenant privés d'électricité. Parmi les autres cibles visées la nuit dernière, du nord au sud de la Serbie, d'importants axes routiers et notamment cette autoroute vitale Belgrade-Niš, touchée par plusieurs bombes ou missiles. À Aleksinac, 200 km au sud de Belgrade, cette petite ville minière de 30 000 habitants a été attaquée la nuit dernière pour la 4e fois par l'OTAN depuis le 24 mars. Des bombes se sont abattues sur des bâtiments civils, tuant, selon la radio serbe, 3 personnes. Ces images de Peć, symbole de l'église orthodoxe serbe au Kosovo, ont été tournées récemment. Elles témoignent de la violence des bombardements sur cette ville où étaient stationnées d'après l'OTAN des unités de l'armée yougoslave. Une ville pratiquement rasée. Après l'inculpation du président yougoslave par le TPI, nos équipes en Albanie sont allées à la rencontre des réfugiés. Témoignages et réactions entre satisfaction et scepticisme. Patrice Romden et Gilles Jacquet. Il y a bien longtemps que les Kosovars ne s'enthousiasment plus pour un oui ou pour un non. La nouvelle de l'inculpation de Slobodan Milosevic leur est parvenue par le truchement de la radio dont ils guettent en permanence les bulletins d'information. J'ai du mal à croire à cette information. Tout ça, c'est des mots, des paroles. Milosevic est très fort, il arrive toujours à s'en sortir, mais disons que c'est une grande nouvelle, dit le vieil homme, sceptique comme tous les anciens. Milosevic, ils auraient dû l'inculper un peu plus tôt, au moment de la guerre de Bosnie par exemple. Le tribunal pénal international se réveille un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Il y a dans ce camp bien des hommes qui pourraient éprouver un sentiment de revanche. Celui-ci par exemple, 9 jours de prison et de violence, il n'a jamais compris pourquoi. Je ne ressens pas l'envie de me venger. Je dis simplement que le droit doit s'exprimer, parce que Milosevic trouve tout à fait normal ce qu'il a fait jusque-là. Hommes, femmes, même discours, pas de bellicisme, mais une satisfaction qui s'exprime avec retenue, même si en leur fort intérieur, ils se félicitent de la procédure entamée par la justice internationale. La nouvelle réjouit d'autant plus les Kosovars qu'elle signifie que l'on s'éloigne d'un règlement diplomatique. Pour eux, c'est une bonne chose. Ils ont toujours été convaincus qu'il était impossible de composer avec l'homme de Belgrade. À Toulouse, le sommet franco-allemand en présence de Jacques Chirac et de Gerhard Schröder a à l'évidence la crise du Kosovo une nouvelle fois au cœur des préoccupations. Sur place, Christian-Marie Mouneau. Sur la place du Capitole à Toulouse, la foule des grands jours pour accueillir ce 73e sommet franco-allemand. Cette rencontre entre le président Jacques Chirac et le chancelier Gerhard Schröder est placée sous le signe Kosovo. Au cours de cette première réunion de travail, ils ont convenu que rien ne pouvait se faire sans l'accord des Russes. Et une réaction unanime à l'inculpation du président serbe. Nous considérons que la décision du tribunal pénal international concernant l'inculpation de M. Milosevic justifie notre analyse et notre action, et de surcroît, nous considérons qu'elle est légitime et nous nous réjouissons de ce progrès dans le domaine du respect des droits de l'homme
et de la conscience universelle. La détermination franco-allemande concernant les frappes reste intacte. En revanche, l'Allemagne regrette la frilosité de ses partenaires européens concernant l'accueil des réfugiés kosovars. Plus de 11 000 sont déjà sur son territoire. Charles Pasqua, un mot de commentaire. D'abord, la communauté internationale a applaudi, je dirais, dans son ensemble, l'inculpation de Slobodan Milosevic par le tribunal pénal international. Oui ou non, vous aurez été favorable? Je crois que cette inculpation était inévitable et justifiée. Donc pour vous, c'est un pas vers la paix? Ça, j'en suis moins sûr. Un pas vers la justice, oui. Jean-Pierre Chevènement lui dit sans détour, c'est une erreur. Ça ne facilitera pas les choses, mais ça ne les empêchera pas forcément. De toute façon, la règle dans le domaine du droit international est simple, en tous les cas en ce qui concerne la France, et j'espère les autres pays européens. Nous reconnaissons les États et pas les régimes. Donc le régime serbe, c'est l'affaire des Serbes, c'est pas la nôtre. Il faudrait simplement savoir quels sont les objectifs que nous recherchons dans cette affaire. La paix ou un ultimatum qui amène une abdication complète. Voilà, c'est la seule question intéressante. Sur votre liste, en troisième position, Marie-France Garot, qui s'est rendue, elle, à Belgrade il y a quelques semaines. Vous auriez pu être du voyage? Bon, je n'aurais peut-être, il serait allé, peut-être pas. Je crois qu'elle a eu raison d'y aller. Au moment où les soldats français étaient engagés? Oui, elle a eu cette opportunité d'y aller. Elle a rencontré les dirigeants de l'opposition. Elle a pu se rendre compte de l'état d'esprit de la population. Le gaulliste que vous êtes aurait pu aller à Belgrade au moment où les soldats français étaient engagés? S'il y avait eu des soldats français à terre, je n'y serais certainement pas allé. D'accord, ils ne sont pas à terre, oui, mais ils sont dans les airs. Ils sont dans les airs, ils sont assez hauts dans les airs. C'est très différent. Jusqu'à preuve du contraire, ils risquent moins. Oui, mais malgré tout, oui. L'image symbolique est forte. C'est vrai. D'un mot encore, vous restez évidemment avec nous pour cette page spéciale consacrée aux élections européennes. D'un mot encore, l'actualité à l'étranger. En Israël, le nouveau Premier ministre Ehud Barak, pour son premier déplacement depuis son arrivée au pouvoir, s'est rendu à la frontière libanaise, réaffirmant son engagement à un retrait de l'armée israélienne du Sud-Liban dans l'année qui vient. Benjamin Netanyahou, lui, quitte les affaires. Après sa défaite, il a démissionné hier du Parlement. C'est Ariel Sharon qui prendra la direction provisoire du Likoud. Et puis enfin, aujourd'hui, on a appris qu'Israël avait décidé d'agrandir la plus grande colonie juive de Cisjordanie, étendant donc ses limites jusqu'à Jérusalem-Est. Cette alerte à la consommation de poulet et d'œufs provenant de Belgique. Tous ces produits sont retirés de la vente. Ils auraient été contaminés par de la dioxine, indique ce soir le ministère belge de la Santé. Le point, Arnaud Ardoin. Non, madame. Pour les cuits non plus. La Belgique retire dès ce soir tous les œufs et les poulets de la consommation par crainte d'une contamination à la dioxine. 350 élevages touchés, tout un pays qui se retrouve privé de ses volailles. Alors bon, je viens de recevoir à l'instant donc un communiqué de presse, comme quoi ça concerne la dioxine. Les poulets, les découpes, les hachés, panés de poulet belge et hollandais frais. La marchandise doit être placée au frigo jusqu'au 31 du 5. Donc. Le ministère belge de la Santé n'a voulu prendre aucun risque. En découvrant des taux de dioxine anormalement élevés dans des aliments pour volailles, il a voulu frapper fort. Nous n'avons pas d'idée précise de l'importance de cette pollution. L'analyse des risques n'est pas encore terminée, mais le nombre de poulets contaminés pourrait atteindre des centaines de milliers. C'est en fait la graisse animale utilisée dans la fabrication de nourriture pour volailles qui aurait contaminé toute la chaîne alimentaire. C'est en mars que ces lots de graisse contaminée sont livrés à 9 fabricants belges, un néerlandais et un français. Ce soir, le ministère de la Santé belge se veut relativement rassurant. Pour lui, il n'existe pas de danger de maladie aiguë après la consommation de poulet ou d'œufs, mais il n'exclut pas les risques à long terme. Déjà, on parle d'analyses effectuées sur des porcs. Les résultats ne sont pas encore connus. En cas de contamination à la dioxine, eux aussi seront retirés des rayons. À Marseille, très vive émotion dans le quartier Saint-Joseph. Une marche silencieuse après l'assassinat du petit Nadir, âgé de 8 ans et égorgé en début de semaine. L'appel au calme de la famille, rejetant toute violence. Jacques Cardoz, Vincent Dezon. Tous veulent témoigner de leur douleur, un par un. Les camarades de classe de Nadir déposent une fleur à l'endroit même où leur copain de 8 ans a perdu la vie. Et puis, la maman du défunt a émis un vœu que tout un quartier semble approuver. Au nom de Nadir, je ne veux pas de violence. Je veux que les gens resteront calmes.
Et c'est tout. Et que le bon Dieu me donne la paix. Dieu évoqué tout au long de la matinée, ces femmes chantent la profession de foi des musulmans. Un rassemblement suivi par environ 2000 personnes. En tête du cortège, Samir, le frère jumeau de la victime, Nadir. Derrière lui, tout un quartier, toujours choqué, 4 jours après le drame. En tant que parent d'élève, tout le monde pense devant une chose aussi folle que ça pourrait être n'importe lequel de nos gosses. Hein. Et c'est formidable de voir tout le quartier réagir vraiment tous ensemble, très solidairement. Il y a un côté émouvant, c'est vraiment très beau là ce qui se passe. Store baissé, en signe de compassion. Car la Morlette, jamais touchée jusqu'alors, n'accepte pas que cette violence soit rentrée ici aussi. Beaucoup se rassurent de l'abandon de la piste de la bagarre entre enfants par la police, même si ce soir, toutes les personnes placées en garde à vue hier ont été relâchées et que l'enquête semble revenue au point de départ. À présent, les suites de l'enquête après le quadruple meurtre de Néerlandais la semaine dernière dans le Gers. Des policiers allemands et néerlandais sont arrivés sur place afin de vérifier s'il existe un lien éventuel entre ces assassinats et ceux commis à Remagen en Allemagne en mars dernier. Soupçonné, cet homme de 56 ans a repris de justice dont la photo a été diffusée. Il s'agit d'un détenu en cavale qui purgeait une peine de 20 ans de prison pour un autre meurtre. Depuis ce matin, l'armée de l'air accueille sa première femme pilote de chasse. Caroline Aigle, c'est son nom, vient de recevoir son brevet. Ce corps d'armée, l'armée de l'air, est depuis des années largement ouvert aux femmes, avec déjà l'an dernier la première générale d'active. Dominique Barouche, Virgiliado. Aujourd'hui, pour la première fois, un chevalier du ciel porte la jupe. Émotion pour la remise du brevet de pilote de chasse. Parachutiste, championne de France de triathlon, Caroline Aigle a dévié sans remords de sa trajectoire de polytechnicienne dès que l'armée de l'air a admis des femmes dans un des derniers bastions macho. Je suis pas au bout, loin de là. La formation, elle est loin d'être finie. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a encore beaucoup d'étapes à franchir. On peut encore être éliminé à tout moment. Encore 2 ans de formation avant d'être opérationnel. Et comme le rappelle la crise au Kosovo, au bout, peut-être, la guerre. Ben là, je penserais, comme mes autres camarades, que si ça se trouve, c'est peut-être moi qui vais mourir et que je sais pas que je verrai quand j'y serai, quoi. À l'armée, une femme est un homme comme les autres. La planète Mars en 3 dimensions, un voyage impressionnant grâce au travail de cartographie effectué par une sonde qui indiquerait que certains cratères de la planète rouge pourraient contenir l'Everest. Stéphane Bretner. Voici le cratère que l'on appelle Hélas, un trou géant de 2000 km de diamètre qui pourrait contenir l'Everest. Ici, 3 anciens volcans dont Olympus Mons, son altitude 27 km. C'est Mars comme on ne l'avait jamais vu, une carte en 3 dimensions réalisée grâce aux millions d'images envoyées par la sonde Mars Global Surveyor. La carte est d'une précision extraordinaire et elle nous permet de poser de nouvelles questions. Grâce aux petites pentes qui existent sur Mars, on sait maintenant où l'eau a pu couler, puisque l'eau suit les pentes. Ces relevés typographiques montrent que l'hémisphère sud de Mars est le plus accidenté. C'est sur cette moitié de la planète que vont se concentrer les travaux des ingénieurs de la NASA. Ils doivent maintenant trouver un terrain d'atterrissage pour une nouvelle sonde qui devrait se poser en décembre prochain. Du sport avec Roland Garros, journée tranquille pour les favoris, qualification d'André Agassi et de Marcelo Rios, nouvelle déconvenue pour les Français, Escudé a été éliminé par l'Australien Rafter, Nathalie Dechy battue également, la seule Française en lice désormais c'est Julie Allard, et puis toujours chez les femmes, la victoire de l'Américaine Venus Williams et la défaite de sa sœur Serena. Christelle Bertrand. Patrick Rafter a mis 2 jours pour battre Nicolas Escudé. Interrompu par la pluie et la nuit, le match s'est finalement terminé par une victoire de l'Australien. Le Français gagne le 3e set, mais Rafter, solide avec sa dégaine de surfeur, a imposé son rythme et sa puissance. Au prochain tour, Rafter rencontre le Brésilien Meligeni. Alicia Molik, une autre Australienne, a chuté lourdement face au coup de boutoir de Venus Williams. Oui, Venus est capable de bien jouer sur terre. Question, qui va pouvoir la battre cette année?
s'il vous plaît. Venus Williams s'impose 6-3, 6-1. Au prochain tour, elle rencontre Barbara Schwartz, tombeuse de la Française Nathalie Dechy. Plus jeune, une tenue moins jaune, Serena, la sœur de Vénus, n'a pas résisté à l'expérience de Marie-Jo Fernandez. Fernandez dispute son 15e Roland-Garros. Elle sait comment user une petite jeune qui frappe fort. Finalement, c'est Fernandez qui garde son calme et qui gagne en 3-7. André Agassi salue son public. L'artiste vient de réaliser le plus beau point depuis le début du tournoi. Par la même occasion, l'Américain a battu Woodruff 6-4, 6-4, 6-3. Et nous retrouvons à présent notre invité politique pour cette page spéciale avant les élections européennes en compagnie de Roland Sicard. Charles Pesqua, évoquons d'abord la constitution de votre liste. Au début, vous aviez dit vouloir ratisser large et puis briser les clivages gauche-droite. Je dirais que c'est raté. Et pour autant, est-ce que le tandem Pesqua-De Villiers que vous avez finalement formé, c'est faute de mieux? Ah, voilà une question qui m'a déjà été posée de nombreuses fois. Eh oui. Nous verrons seulement le 13 juin au soir si la démarche que j'ai engagée a réussi ou non. Je n'ai jamais attendu sur ma liste ni Hollande, ni Robert Hue, ni Voynet. La démarche que j'avais engagée s'adressait d'abord aux électeurs. Mais vous aviez dit vouloir comptabiliser ensemble leurs voix éventuelles. Nous verrons bien d'où viennent les voix qui se portent sur nous. Alors, si j'en juge par les réactions, je pense qu'à gauche notamment, il y a un certain désarroi et que nous en profiterons. Est-ce que votre choix, au fond, maintenant, puisque votre liste est quand même marquée à droite, c'est de rechercher éventuellement les électeurs du Front National qui, eux, sont pris dans une guerre fratricide entre Maigret et Le Pen? Et est-ce qu'il y a des bons et des mauvais électeurs? Non, il n'y a pas de bons et de mauvais électeurs. Les voix ne se pèsent pas, elles se comptent. Et j'ajouterai que la démarche que je conduis est une démarche gaulliste, classique, traditionnelle. C'est une action de rassemblement. Je m'adresse donc à tous les citoyens, quelle que soit leur sensibilité. Encore un mot sur le Front National. Est-ce que vous avez des valeurs communes avec le Front National? Écoutez, vous n'allez pas recommencer, hein. Ça ne m'intéresse pas. Parlons de ce qui intéresse les Français, ça vaudra mieux. Alors parlez-moi de l'emploi, par exemple. On peut aussi parler du numéro qu'ont fait hier les socialistes autour de M. Hollande. Parlons un peu de votre liste d'abord. Oui. Les sondages sont plutôt bons pour vous, on vous donne 12%. Est-ce que votre objectif, c'est de faire plus que Nicolas Sarkozy, par exemple? Quand on est candidat, on essaie de faire le plus possible. Alors je dirais que le jeu est largement ouvert pour nous. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui ce que nous ferons. Mais vous avez un objectif chiffré quand même? Oui, entre 10 et 51%. C'est plutôt 51. Donc la fourchette est assez large. Le plus possible, deux chiffres en tout cas, on a compris. Le plus possible vers 51. On a bien compris ça. Revenons ou allons plutôt au RPR. Nicolas Sarkozy cette semaine ne vous a pas épargné. C'est son problème. Oui, mais alors moi je veux quand même le citer. Vous seriez à la fois très trop gaulliste, mais au président de la République. Et que lui répondez-vous? Écoutez, je ne crois pas qu'il soit qualifié pour porter le moindre jugement sur la loyauté envers le gaullisme, ni envers le président de la République. Voilà. Mais ça, c'est pas un langage de rassembleur. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous disiez tout à l'heure, je suis rassembleur. Écoutez, pas vraiment. Est-ce que vous m'avez fait venir pour que je parle de Le Pen, de Sarkozy? C'est intéressant de savoir. Non, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Ça vous intéresse peut-être, je le vois, mais ça n'intéresse pas les Français. Les Français sont intéressés par autre chose. Peut-être allons-nous y venir. Alors, juste sur le fond, entre la liste de Nicolas Sarkozy et la vôtre, il y a beaucoup de différences. Il y a aussi beaucoup de différences sur le fond avec celle de François Bayrou. Et pourtant, vous êtes plus acerbe avec Nicolas Sarkozy qu'avec François Bayrou. Pourquoi? Moi, je ne suis acerbe avec personne. Mais je n'accepte pas qu'on me donne de leçons. Et je n'accepte pas non plus que l'on confonde le service de la France et le service des idées gaullistes avec les plans de carrière. Ça n'a strictement rien à voir. Alors qui fait des plans de carrière? En ce qui carrière concerne François Bayrou, je ne suis pas d'accord avec sa vision de l'Europe, mais en tous les cas, il a au moins le mérite d'avoir une position claire. En ce qui concerne les dirigeants de fait du RPR actuellement, on ne sait pas trop l'Europe qu'ils défendent. En tous les cas, il y a une chose que l'on sait, c'est que le 13 juin, ceux qui seront élus siégeront au PPE, qui est un groupe fédéraliste. Voilà, alors qu'on ne vienne pas dire que dans le même temps,
On défend la souveraineté nationale, l'Europe des nations, parce que c'est mentir aux gens. Il ne faut pas leur mentir. On a trop menti aux gens à l'occasion des élections. C'est pour ça qu'ils nous le font payer. En constituant votre liste, vous risquez quand même d'être exclu du RPR, qui est un parti que vous avez contribué à fonder. Ça vous fait quelque chose quand même? Ce qui sera amusant, c'est si l'aventure, cette mesure était envisagée, d'abord par qui serait-elle envisagée? Ça veut dire que vous contestez la légitimité de M. Sarkozy? Il n'y a pas de légitimité. Mais Alain Juppé parlait d'exclusion à votre égard. Écoutez-moi, ne mélangez pas tout. Alors il me parle Sarkozy, vous allez le écoutez, c'était vos amis de très fraîche date. Non, pour l'instant, vous m'avez posé une question. Est-ce que vous me donnez le temps de répondre? Je vous en prie. Merci. Bon, alors il y a une direction à la tête du RPR. Cette direction n'est pas légitime. Il n'y a pas dans les statuts du RPR la moindre référence à un président par intérim. La seule chose qui aurait dû être faite, c'est de procéder immédiatement à l'élection d'un nouveau président. Mais tout ça n'a aucun intérêt. Tout ça n'a aucune importance. Nous sommes candidats les uns les autres aux élections. La légitimité, c'est le corps électoral qui la donne. Je me présente en compagnie de Philippe de Villiers et je défends la souveraineté nationale. J'explique aux Français ce que la souveraineté nationale peut représenter pour eux dans leur vie de tous les jours. D'autres défendent une position qui paraît proche, mais qui en réalité ne l'est pas, parce qu'ils ne disent pas la vérité. Mais qui sont les Français qui ont envie de vous rejoindre, justement, sur ces thèmes-là? Qui sont les Français qui ont envie de vous rejoindre sur ces thèmes-là, précisément? Eh bien, écoutez, ça, c'est une question que vous devriez poser aux sondeurs. Voyez-vous, J'ai pas de chance. Parce que c'est 12%, parce que ces 12%, à mon avis, viennent de différents horizons de la société. Il y a sûrement des voix de droite, des voix de gauche, des voix de gens qui probablement avaient déserté les urnes depuis longtemps et qui y reviennent. En tous les cas, ce que je constate, c'est que dans tous les déplacements que j'effectue, en compagnie de Villiers, nous avons énormément de monde. Il y avait 1000 personnes hier soir à Lyon, demain, je ne sais pas combien il y en aura à Brest. Enfin, en règle générale, nous faisons plus de monde que les autres. Et alors, ça a donc bien une signification. C'est que nous sommes intéressants. Bien sûr. Ce que nous disons doit intéresser les gens. Je dirais aussi qu'au passage, vous donnez beaucoup de vous-même, parce que vous avez vu par exemple à la Foire du Trône, ensemble sur un manège avec Philippe de Villiers. Vous aussi à la corrida. À la corrida, oui. Ça, c'est la campagne aussi. Oh, ça, c'est aussi se faire plaisir. Et montrer aux gens qu'on peut faire une campagne électorale sans faire la gueule et sans être triste. Qu'est-ce que vous allez faire après le 13 juin? Est-ce que ce que vous avez fait pendant la campagne, ça d'abord, va... il faudrait me demander ce que je vais faire avant le 13 juin. On en a déjà parlé, mais après, vous allez créer votre... Non, on n'a pas parlé de ce que je vais faire avant tous les Français que vous rassemblez, là, vous nous expliquez que vous rassemblez beaucoup de Français. Est-ce que ça va se structurer dans un parti politique avec Philippe de Villiers? Est-ce que vous ferez ça aussi avec Philippe Séguin? Nous verrons bien. Quel est l'avenir de tout ça? Nous verrons bien. Je pense que ces élections européennes seront caractérisées par un certain nombre de choses. La première, c'est un taux d'abstention important. Et la seconde, c'est une désaffection également importante concernant les partis institutionnels. Est-ce que ces partis institutionnels seront capables d'en tirer les leçons et de se rénover? Nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, la rénovation que j'ai engagée en ce qui me concerne sera poursuivie. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait beaucoup de jeunes derrière nous, parce que c'est à eux que je compte bien passer le flambeau. Ça veut dire que vous allez faire un parti après les élections? Non, pas forcément, nous verrons bien. Enfin, en tous les cas, on fera certainement quelque chose. Peut-être quand même un mot du président de la République. Oui ou non, il est un héritier du gaullisme? Il est issu d'un mouvement que nous avons créé ensemble pour qu'un jour un gaulliste soit à nouveau à l'Élysée. Il y est. Je ne peux pas dire que tout ce qu'il fait me satisfasse pleinement. Je ne peux pas dire non plus que tout ce qu'il fait me déplaise. Ça dépend des sujets et des questions. Mais le vrai problème n'est pas là. L'important, je crois, c'est qu'il faut que les Français se rendent compte qu'en réalité, on les trompe. Je voyais tout à l'heure sur votre écran cette réunion des premiers ministres, des dirigeants du gouvernement socialiste. Je les entendais dire que leur ambition principale, c'était l'emploi. Il y a 18 millions de chômeurs en Europe. Et jusqu'à présent, les gouvernements européens ont été incapables de prendre la moindre mesure en faveur de l'emploi. La semaine prochaine, il y a un sommet. Alors, nous verrons bien ce que fera le président de la République, il l'a déjà dit. Il entend demander des mesures précises pour aider l'emploi. Et nous savons aussi qu'il y a peu de chances pour qu'il les obtienne.
Je pense que les Français doivent se rendre compte que cette Europe, ça n'est ni la paix, on le voit bien, ni le progrès, ni l'emploi. Voilà. Et est-ce que vous avez l'impression que pour ces européennes, le président de la République a fait ce qu'il fallait pour empêcher la division de l'opposition? Je crois que d'abord le président de la République, à mon sens, n'avait pas à se préoccuper de l'union de l'opposition. Ça, c'est le problème des dirigeants de l'opposition. Le président de la République a pris une sage décision. Il s'est mis en dehors de la mêlée, ce qui est son rôle. Un mot, est-ce que vous irez siéger à Strasbourg? Oui. Et quel mandat vous abandonnerez? Je verrai bien, mais probablement le Sénat. Mais je siégerai à Strasbourg, je serai même président du groupe. Et j'espère que dans ce groupe, il n'y aura pas que les gens issus de notre liste, mais d'autres élus venant d'autres pays, mais qui ont le même sentiment que nous quant à la défense d'un certain nombre de principes concernant les États et leur souveraineté. Merci Charles Pasqua d'avoir répondu à nos questions. Merci. Les festivités de l'an 2000, avec ce matin la présentation officielle des projets de manifestation sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. D'immenses roues foraines serviront de scène pour des artistes de toute formation. France Télévisions est partenaire de cette fête. Pierre-Emmanuel Luneau, André Issora. Voici quelques-uns des artistes qui préparent, pour nous, les festivités de l'an 2000. Ils ne s'amusent pas, ils étaient réunis il y a quelques jours à la Foire du Trône. C'est là-haut qu'ils sont allés chercher leur inspiration. Résultat, voici pour la première fois ce que les Français pourront voir à 0h le 1er janvier 2000 sur les Champs-Élysées. Des roues de 20 mètres de haut, une figure imposée pour tous les créateurs. Au début, on a fait gloup parce que nous, on travaille sur le déambulatoire. Donc, en général, on traverse les villes, on emmène les gens à revisionner leur espace public, les bâtiments, les façades. Et là, d'un coup, on s'est dit, ouais, c'est le contraire, c'est le public qui va déambuler, ça va être extraordinaire. Et donc, on est parti à fond ludique sur cette idée qu'on nous a proposée, quoi. Le principe est simple. Présentée aujourd'hui par la ministre de la Culture et par la Mission 2000, cette réalisation signe à nouveau la volonté française de donner toute leur place aux artistes. Les immeubles des Champs-Élysées font 22 mètres et tous les objets font à peu près 20 mètres. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'échelle des Champs-Élysées. Donc il n'y a aucune raison, à quelque endroit que vous trouviez, vous verrez quelque chose. Après le projet de Méridienne Verte, ces milliers d'arbres reliant Dunkerque à Barcelone, ces images permettent déjà de se faire une petite idée de ce que sera la fête sur la plus belle avenue du monde. Au 1er janvier, et Patrick Bouchin. Et puis avant de refermer ce journal, cette dépêche qui m'arrive à l'instant, dépêche qui pourrait être importante. La Yougoslavie, selon cette dépêche, accepte les principes généraux du G8 et serait donc d'accord pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une résolution en conformité avec la charte de l'ONU. C'est ce qu'indique un communiqué qui est publié à l'issue des entretiens dont nous vous parlions tout à l'heure entre Slobodan Milosevic et l'émissaire russe Viktor Tchernomyrdine. Bien évidemment, il faudra avoir d'autres confirmations. Nous vous en parlerons dans notre dernier journal. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. À un mois du départ du Tour de France, la moitié du peloton des cyclistes français devrait être en repos forcé après un contrôle montrant des anomalies dans leur métabolisme. En Corse, le maintien en détention de l'ex-préfet Bernard Bonnet, alors que dans la région de Cargès, un dispositif terrestre et maritime à la recherche d'Ivan Colonna, toujours en fuite. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet, suivie du point route de Valérie Maurice. 20h50, M comme maman, émission présentée par Estelle Hallyday et Christophe de Chavannes. Dernier journal Ève Mettet. Demain à 7h dans Thé au Café, Catherine Sellac recevra Nicole Notage, secrétaire générale de la CFDT. Je vous retrouverai à 13h. Excellente fin de soirée. Merci de votre attention.